Aujourd'hui, nouvelle vidéo Chrono 24. Bon, là c'est ma page d'accueil Chrono 24. Je vais vous présenter. L'objectif de cette vidéo, c'est de présenter 3 montres pour impressionner ses collègues à la machine à café avec des budgets qui sont abordables. Pour définir ma notion d'abordable, parce qu'on sait très bien que la notion d'abordable, elle est propre à chacun. L'idée, ça a été en fait de se dire que souvent, c'est communément admis qu'on ne doit pas mettre plus d'un mois de salaire dans une montre. Le mois de salaire étant, pour la médiane des Français, enfin le salaire médian des Français étant 1 700 euros, on va se laisser comme budget maximum 1 700 euros. Donc moi j'ai sélectionné 3 montres. L'objectif en fait c'est d'avoir des montres. Déjà premièrement, le cahier des charges, c'est d'avoir un nom. Il faut avoir un nom qui sonne, enfin qui est un nom de luxe. C'est-à-dire qu'on omet les trucs style Maurice Lacroix, ZRC, machin, tout ça. Là, c'est pas des marques de luxe. Nous, on veut Omega, Rolex, on veut du Zénith, de la marque de luxe, quoi. C'est le deuxième sujet, c'est d'omettre aussi tout ce qui est montre qui ne serait pas désirable. Et par montre qui n'est pas désirable, j'entends pas montre qui n'est pas désirable dans l'absolu. J'entends une montre qui, actuellement, sur la mode actuelle, c'est-à-dire que là, on se place dans la tête d'un mec qui veut juste impressionner ses copains à la machine à café. On se place dans un mode, dans l'objectif d'avoir une montre qui est quand même sportive, donc qui est dans les critères un peu tendance actuelle, quoi. C'est-à-dire que je vais pas vous sortir une Omega Constellation des années 60, certes, avec un peu de chance, vous la trouvez à moins de 1 000 euros, ou une Zénith, c'est pareil, mais c'est pas tchatcher en fait, une Omega Seamaster, enfin une Omega Seamaster ou Constellation des années 60. Nous, on veut de la montre sportive, bracelet acier, de la plongeuse, ou alors du chronographe, ce genre de choses. Donc ça, la sélection, elle s'est faite comme ça. J'ai sélectionné 3 modèles. Je vais un peu spoil. Le premier modèle pour moi, c'est une Seiko, Grand Seiko du début des années 2000. Même si sur ce modèle-là, on peut me reprocher de dire que, bah en fait, Grand Seiko, c'est pas forcément un nom qui est très vendeur. Moi, je pense que ça le devient, et particulièrement auprès des jeunes générations qui ont grandi avec Seiko. Donc pour moi, Grand Seiko, ça devient un nom vendeur. Le sujet, c'est que très souvent sur les montres, avant 2000, je sais plus quand est-ce qu'ils ont réunifié les marques, mais sur les montres avant 2015, on va dire, peut-être un peu avant, peut-être un peu après, montre avant 2015, on a la double signature, donc Grand Seiko, Seiko. À ce prix-là, on aura du quartz. Celle-là, elle est à 1056 euros. Et je veux pas non plus des trucs des années 60, hein, parce que on veut pas aller chercher des mouvements relous à réviser, etc. Moi, je veux un truc moderne avec des diamètres modernes. Je sais pas quelle taille elle fait celle-là. Je sais pas, le mec n'a pas dit. Ils le disent pas les japonais la taille. Ouais, bon, pour un poignet de 16,5. Mais par exemple, si on prend celle-là, c'est le même modèle. Ils disent toujours pas 37 mm. Voilà, 37 mm, c'est parfait. C'est quand même un truc qui est moderne. Sachant que c'est des montres lunettes lisses, grosse ouverture de cadran. C'est des montres qui paraissent un peu plus montres des années 2000 à quartz. Pour moi, genre, c'est un banger. Et vous l'aurez compris, le but c'est par l'intermédiaire, par ce prisme de on achète une montre pour impressionner les copains de la machine à café. L'objectif in fine, c'est quand même de vous dénicher des petites pépites, des choses qui font partie des grandes marques et qui sont largement sous-cotées en termes de prix. Alors oui, c'est du quartz, certes, mais c'est du quartz Grand Seiko. Et je pense qu'en fait, tout amateur d'horlogerie, à un moment, se rend compte qu'il n'y a pas que l'automatique ou le mécanique et que le quartz, ça peut être très intéressant. Donc ça, c'était pour la première. C'est la montre la plus discrète en termes de marque. Mais je pense que c'est la montre la plus intéressante en termes de finition. Et ça c'est très intéressant. Je pense que en fait, c'est la montre qui répond le moins au postulat de base de show-off devant les collègues de la machine à café, mais qui répond le plus en termes d'amateurs d'horlogerie et en termes d'amateurs de qualité. La deuxième montre, c'est pour moi la montre qui répond le plus au terme de gros show-off devant les copains, c'est la Breitling Chronomat. La Breitling Chronomat, c'est comme la Cartier Santos, comme la Datejust Biton. C'est des montres qui sont représentatives d'une époque, et pour moi c'est les années 80 et puis le début des années 80 jusqu'au début des années 2000, là où il y avait de l'argent, de l'insouciance, etc. On portait du Biton. Cette montre pour moi elle est hyper baroque. Le fait qu'il y ait les petits picots là à chaque quart d'heure,
en or, enfin gros, c'est pas en or, mais c'est doré. C'est hyper baroque. Elle a aussi énormément de détails qui sont inutiles sur la lunette, la forme des boutons poussoirs, etc. Attention parce qu'il y a beaucoup de faux hein, euh, sur, euh, sur ces modèles-là. C'est des modèles qui ont beaucoup été copiés. Et puis vous avez un Valjoux 7750 à l'intérieur. Donc là, on est sur du mouvement automatique. Du mouvement qui est fiable, même si bon, pas manufacture, ça on s'en tape un peu. Vous aurez beaucoup de l'or et de l'acier là-dessus. Melting pot d'or et d'acier. Et c'est vraiment pas cher. 1200 euros, ça a vraiment augmenté par rapport à il y a ne serait-ce qu'un an. Je pense qu'il y a un an, on en trouvait en dessous de 1000 euros. Je sais pas si je peux trouver des références. Est-ce qu'il a mis la référence? Ouais, on peut regarder une chronomate. Vous voyez, là, 1200 euros, c'est la première que j'ai trouvée. Pareil, 1200 euros, c'est en France. Il y a 1300 euros en Italie. 1350, etc. Si vous voulez vraiment un beau modèle, je pense qu'il vaut taper dans les 1005. Mais c'est des montres qui sont largement sous-cotées parce qu'on a Breitling, quand même, c'est un gros nom. Des montres qui sont représentatives d'une époque. C'est quand même de la bonne qualité, des bonnes finitions. Et, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une bonne alternative. Et puis ça répond parfaitement là pour le coup à nos critères de nous, on veut impressionner les copains de la machine à café. Pour l'amateur d'horlogerie, pour moi, c'est on achète une montre qui est représentative d'une époque, ouais, réellement. Et le dernier choix, le troisième choix, pour moi, c'est ma préférée, c'est l'Omega Seamaster Pre-Band. Alors là, cette montre, pour moi, bon, déjà, on a le nom, c'est une Omega, c'est une montre en acier, tout en acier, bracelet intégré. En plus, ça va devenir. Ça, c'est tellement revenu sur le devant de la scène et ces modèles sont encore largement sous-cotée parce que celle-là, en plus, c'est la moins chère de la sélection. Elle a 850 euros, elle a quartz. Les gens ont un peu de mal avec le quartz, je pense. Et sachant que le quartz de ces années-là, chez Omega, il est dégueu. Hein. C'est de l'ETA classique sans fioriture. Mais on n'achète pas une montre pour son mouvement. Enfin, pas uniquement pour son mouvement. Et donc, pour moi, acheter une Omega à quartz, ça peut être un good deal. Et surtout une Seamaster Pre-Band parce que on voit en fait les Atherm. Ça date des années 90. Hein. Début des années 90, c'est avant le lancement avec James Bond justement de la Seamaster 300M. Et donc on voit un peu Omega qui tente de revenir avec un peu de bracelet intégré dans la mouvance actuelle, mais qui fait quand même du quartz pour rester compétitif par rapport aux japonais. Vraiment la sortie de la crise du quartz, je pense que ça venait d'être acheté par ETA à l'époque, et c'est aussi hyper représentatif d'une époque. Moi j'adore cette montre, j'adore la Seamaster Pre-Band, et je pense que c'est réellement un truc qui est vraiment sous-coté. Quand on regarde, bon là il a mis Omega Seamaster, mais si on regarde, moi je l'ai mis en recherche sauvegardée, si on regarde, hop, si on regarde les prix des Seamaster Pre-Band, on a du 850, 850, 850, et c'est de trouver un truc en bon état quand même. 950, 900. Si on veut de l'automatique, c'est beaucoup plus cher. Hein. Si on veut de l'automatique, on part sur du 1000 euros facile. Là, j'ai ouais, de l'automatique, j'en ai à 2200. Vraiment, les modèles en très bon état peuvent atteindre les 3 4 000. Mais je pense que sur ce genre de montre, il faut aller vers du quartz parce que c'est représentatif de l'époque. Le calibre automatique, c'est le 1111 de chez Omega. C'est le calibre qui a aussi équipé la première génération de Seamaster 300M. Donc c'est du 28-92 sans échappement coaxial. Le coaxial n'existait pas à l'époque chez Omega. Donc c'est en 28-92 classique. Le mouvement n'a aucun intérêt. Il faut aller sur du quartz pour le design en fait. Donc vous l'aurez compris, l'objectif de cette vidéo, c'était bien sûr, par le prisme de oui, on veut des montres pas chères et de grandes marques, de vous présenter des modèles qui sont un peu sous-cotés en fait, et ça passe évidemment beaucoup par le quartz. Moi je pense qu'il y a aussi un point commun entre tous ces modèles, c'est l'époque. On est dans le début des années 90 et les années 90, c'est l'anti-années 60 de l'horlogerie en fait. C'est à cette époque-là que on sort un peu de la crise du quartz. On est obligé de mutualiser la production. Omega notamment qui embarque énormément d'ETA, mais c'est aussi le cas pour Longines. Enfin énormément, genre quasi exclusivement de l'ETA, mais c'est aussi le cas pour Longines. Et toute cette industrie suisse, elle est un peu en train d'essayer de se chercher. Elle est un peu en train d'essayer de se chercher et de trouver des parades à ces nouvelles contraintes, quoi. Et puis ces nouveaux marchés. À l'inverse des années 60 où les années 90, on n'a aucun modèle emblématique en fait
Peut-être, si cette Seamaster 300M, bien sûr, mais qui arrive à la fin des années 90, celle-là est magnifique. Le tritium est encore pas patiné. Bien sûr la Seamaster 300M qui arrive à la fin des années 90. La 116-610 aussi de Rolex, qui est, bon, voilà, une Submariner qui se veut plus habillée et qui aussi euh, rentre évidemment dans cette logique en fait qu'on portera maintenant des montres uniquement comme un objet de luxe et plus comme un outil. La Tool Watch elle est devenue une illusion avec l'apparition des index cerclés, le verre saphir. Et on oppose ça aux années 60 où il y a énormément de modèles emblématiques, ne serait-ce que la Doxa, là, comme vous l'avez vu. On a les Speedmaster, les Paul Newman, on a tous ces modèles-là, tous les Seamaster 300, toutes les Submariner aussi, c'est le début des Submariner. La 5513 doit sortir fin des années 60. Ou c'est 5512 avant, sortir fin des années 60. On a énormément de modèles, mais c'est aussi représentatif d'un contexte économique en plus de la disruption qu'a été le quartz. Il y a aussi le fait que dans les années 60, c'est encore un peu les 30 glorieuses, enfin c'est les 30 glorieuses même. Il y a de l'activité économique, il y a il y a une volonté de toujours innover, de toujours aller chercher plus loin. Alors que les années 90, c'est un marasme, c'est la guerre en Irak, c'est une récession, et on verra d'autres choses émerger après dans les années 2000 qui sont beaucoup plus des années d'insouciance. Et juste avant, dans les années 80 aussi, Breitling pour moi, Breitling Chronomat, c'est un peu le représentatif de ça. Donc les années 90, ouais, c'est, euh, c'est là pour moi où il y a des bonnes affaires, sachant que, comme toujours, les modes, c'est à peu près 20-30 ans. Donc je pense que ça va revenir. La Seamaster 300M, elle est ultra poussée par Omega. Donc il n'y a aucune raison que cette montre ne revienne pas. Elle a un diamètre qui est correct, qui est du 41 mm, qui est peut-être un peu gros, je pense, mais qui est cohérent. Et ouais, en fait, je pense que dans ces années-là, il y a énormément d'affaires à faire, si tant est qu'on accepte le quartz. C'est vraiment c'est vraiment excellent quoi pour avoir plein de modèles hyper atypiques. Pour moi, le représentatif de ça, c'est une prébande, parce qu'une prébande, ça vaut 850 euros. Vous avez un morceau d'horlogerie. Cette montre, bon, je sais pas si elle est saphir, c'est déjà une première inspiration. Même chose pour les aiguilles, qui sont pas extrudées, mais qui ont la même forme que la 300M. On a le bracelet intégré, on a cette aiguille lollipop assez longue et avec un énorme balancier là. Et puis c'est un bracelet intégré, donc ça je pense que cette montre elle va monter, la cote va monter. Il y en a très très peu en automatique. Moi je vous l'ai dit, je suis pas forcément partisan de la prendre en automatique celle-là, mais il y en a très 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 peu en automatique. Et donc fatalement, les automatiques sont déjà très très hauts, mais pour moi les quartz ne peuvent faire que monter. Donc voilà, c'était un peu l'idée de cette vidéo, de vous présenter un peu des montres atypiques et qui vous permettent de rentrer dans l'horlogerie de luxe par des noms assez, on va dire, bon marché, même si c'est beaucoup d'argent. En général, ça tourne autour des 1000 euros. Euh, c'est quand même beaucoup d'argent, mais on a quand même des marques et des plongeuses, enfin là en tout cas des modèles qui étaient les vaisseaux amiraux des marques à cette époque-là, et qui aujourd'hui sont un peu boudés. Enfin, dites-vous que ça vaut le même prix qu'une Yamaha Superman automatique des années 70, quoi. Alors que, bon, c'est un nom. Je critique pas la Yamaha Superman. On a un nom et on a des qualités de fabrication qui sont bien meilleures que la Yamaha Superman. Donc voilà. Donc, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un peu l'objectif. L'objectif de cette chaîne, c'est quand même de vous présenter d'autres choses que ce qu'on voit toujours. On voit toujours la même chose, toujours les mêmes tops, toujours les mêmes, comment dire, toujours les mêmes montres. Donc là, ça vous apporte un peu de diversité. Et puis j'espère que ça vous plaira. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis achetez des montres, achetez-en plein et puis achetez du quartz aussi hein, parce que c'est quand même, ça fait quand même partie intégrante de tout ce qui a été produit sur les 70 dernières années. Voilà, salut!